Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, elle fait rêver, souvent versant fantasme, parfois versant cauchemar. Sciences Po est au cœur d'une passionnante enquête qui vient de sortir sous la plume de Margot Léridon. Elle est l'invitée du Grand Oral. Dans l'Anti-Sèche, on réveille notre culture générale. Thème de la semaine, l'alimentation au Moyen-Âge. Question du jour. Au Moyen-Âge, chaque confrérie de métier a son saint patron. Quel est celui ou celle des pâtissiers? Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Clémentine Stuneau-Moncé. Puis enfin, notre rendez-vous hebdomadaire avec Amélie Paris. Sujet du jour, un zoom sur la tenue phare des collégiens, le survêtement. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Margot Léridon, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes journaliste et vous publiez donc aux éditions Flammarion La bataille de Sciences Po, sous-titre Enquête au cœur de l'école du pouvoir. Vous êtes vous-même diplômé de Sciences Po, promo 2013. C'est ça. Qu'est-ce qui vous décide à enquêter sur votre ancienne école alors que vous confiez dans le livre dès l'introduction que, une fois que vous l'aviez quitté, vous vous dites je tourne la page? Oui, en fait, j'aurais pas pensé plus de 10 ans après avoir obtenu mon diplôme, revenir en tant que journaliste. Mais c'est vrai qu'au printemps 2024, il y a eu la concomitance à la même journée, en fait, entre une mobilisation pro-palestinienne extrêmement vive, qui a été extrêmement médiatisée, et la démission du directeur Mathias Vichra pour d'autres raisons. Et tout ça est arrivé en même temps et a porté sur l'école une attention extrêmement forte qui a réactivé des discours que j'avais l'habitude d'entendre à l'époque où j'étais étudiante, avec d'un côté une critique de ce qu'à l'époque où j'étais étudiante on n'appelait pas encore le wokisme, mais c'était à peu près l'idée... on veut dire politiquement correct. Voilà, exactement. Ouais. Et donc l'idée que Sciences Po serait cette école où cette culture américaine, d'université américaine, arriverait en France de manière absolument inquiétante et détestable et viendrait saper les fondements de notre culture républicaine. Et donc ça, c'était plutôt une critique portée par la droite, et puis une critique portée par la gauche qui ferait de Sciences Po une école qui ne servirait que à la reproduction des élites et qui résumerait Sciences Po aux quelques enfants de ministres qui étudient effectivement, mais qui en fait sont très loin de constituer la totalité des promos. Surtout aujourd'hui où il y a maintenant 15 000 étudiants, la moitié d'internationaux, enfin le Sciences Po d'aujourd'hui n'a plus rien à... Alors vous parlez de vos années d'études, oui. Si je pense aux miennes, bien que n'ayant pas fait Sciences Po, mais à l'époque ça devait être 3 000 étudiants au maximum, on y accédait directement voilà. Après le bac, mais que pour 3 ans, enfin ça n'avait absolument plus rien à voir cette école. Il y a un autre événement, et d'ailleurs vous ouvrez le livre dessus, qui arrive à peu près au même moment, et notamment après cette manifestation, c'est que Gabriel Attal débarque au conseil d'administration. Donc on est en plein quand vous dites l'école du pouvoir, et le pouvoir pense que l'école lui appartient. Exactement, exactement. Et c'est vrai que tout ça, c'est les mêmes 24 heures, en fait, puisque c'est le lendemain de la démission, et en fait même le jour de l'annonce officielle de la démission de Mathias Vichra, que Gabriel Attal s'invite au sein du conseil d'administration pour dire ce qu'il pense être la bonne gouvernance de l'école, ce qui n'est pas du tout son rôle, en fait, en tant que Premier ministre, puisque Sciences Po est une institution autonome et que, en plus, le conseil d'administration en question est celui de la Fondation nationale des sciences politiques, qui est une fondation privée qui s'occupe en fait du patrimoine de l'école. Conseil d'administration qui néanmoins laisse Gabriel Attal intervenir et ne se lève pas. D'ailleurs, je crois qu'un de vos interlocuteurs ou une interlocutrice, je ne sais plus, dit le problème au fond, c'est pas seulement que Gabriel Attal se sente autorisé à venir parler, c'est que tout le monde considère que finalement, pourquoi pas. Absolument. Alors je pense qu'il y a eu peut-être un peu... il y avait un effet de surprise, j'imagine. Un effet voilà, de stupeur, parce qu'après, par la suite, plusieurs personnes m'ont confié leur indignation sur cette intervention, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu un mouvement spontané de se dire on se lève et on n'accepte pas ça. Ils se sont laissés faire la leçon par Gabriel Attal, qui est pour certains en plus leur ancien élève. Sciences Po, cocon, feutré de l'élite, ça ne s'est pas fait en un jour, mais très vite l'école acquiert un prestige certain. Votre livre n'est pas un livre d'histoire au long terme sur Sciences Po, depuis sa création par Émile Boutmy dans les années 1870. Un petit mot quand même sur les origines de Sciences Po. Oui, alors en fait, on est vraiment... après la défaite, donc dans un moment difficile pour la France, fin du 19e siècle, et on se dit que l'université a failli et que on n'avait pas les élites suffisamment formées pour faire face, en l'occurrence à l'Allemagne, et donc Émile Boutmy, qui est journaliste d'ailleurs au départ, publiciste, on disait à l'époque, se met en tête de
former ceux qui seront les futurs diplomates, hauts fonctionnaires, etc. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une époque où ces postes, et en particulier dans la diplomatie, s'obtenaient quand même en réalité par népotisme. Et donc, on ne dit pas on va sortir du népotisme, mais on dit on va les former. On va les former, et donc c'est parti de là. Et donc c'est une école qui est à la base privée, qui est assez chère, et on ne s'embarrasse pas à l'époque d'avoir une idée de... On ne parle pas social, on parle pas de tout ça, c'est pas le sujet. Mais néanmoins, il y a quand même quelque chose de progressiste dans l'idée de se dire on ne va pas se contenter de leur donner les postes qui leur reviennent un peu de droit par milieu, par famille, etc. On va les préparer vraiment à les assumer. Et donc, ça part de là, on a cette école qui est privée, sauf que après 45, rebelote, de nouveau, on a constaté la défaite de 40, et encore une fois, on met ça sur le dos d'une élite qui serait pas à la hauteur. Création de l'École nationale d'administration, l'ENA, et Sciences Po occupe un rôle très important, et Sciences Po va cesser d'être privé à ce moment-là. Enfin, c'est plus ambigu que ça. Sciences Po est privé, puisque vous l'avez dit, c'est une fondation, mais en même temps avec un financement public à l'époque. Voilà, vraie fausse nationalisation après 45. Exactement. Et ce qui est amusant, c'est que il y a cette ordonnance de 45 qui crée l'ENA, qui maintenant a changé de nom, et qui crée aussi les instituts d'études politiques. Il y a l'idée directement d'en faire partout sur le territoire. Là, on a plus déjà cette volonté d'avoir quelque chose de représentatif dans la formation des élites, donc pas seulement parisienne. Le premier institut d'études politiques de province, comme on disait encore, il est très symboliquement à Strasbourg, voilà. Et quand il faut en faire un à Paris, en fait, on reprend l'école de Boutmy en lui collant le logo IEP, parce que finalement, il y a des murs, il y a une bibliothèque, il y a des professeurs, et donc ça paraît plus simple, en fait, dans une France qui se relève de l'occupation et où il n'y a pas grand-chose disponible, de faire du neuf avec du vieux, en fait. Et ce qui permet à l'école de se maintenir, finalement, et de garder donc son surnom de Sciences Po, qui vient de l'École libre des sciences politiques. C'était le nom originel qu'Émile Boutmy lui avait donné. École qui fonctionne, qui se fait une belle réputation, notamment pour sa capacité à préparer les étudiants au concours, notamment au concours du Quai d'Orsay, mais pas seulement, au concours de l'ENA également. Et puis arrive Richard Descoings, et là vous lui consacrez des pages importantes quand même, 96-2012, l'irremplaçable Richie, écrivez-vous. Quel a été son impact réel sur la transformation de l'école? Il est considérable. Il est énorme, parce que, en fait, il a vu plusieurs choses. Il a eu une vraie volonté d'ouverture sociale qui s'est faite à travers des mesures symboliques, enfin pas seulement symboliques, mais qui ont été très fortes symboliquement, et notamment les fameuses conventions d'éducation prioritaire signées avec des établissements donc, de l'éducation prioritaire pour faire accéder plus facilement leurs élèves à Sciences Po. Mais ça a été, on s'en souvient très bien, mais quelque chose qui a peut-être été, dont on s'est moins rendu compte de l'importance sur le moment, c'est que Descoings a compris l'importance des classements internationaux. Et il a compris qu'au tournant des années 90-2000, que c'était ça qui allait compter dans les années à venir. Et pour se positionner sur les classements internationaux, il y avait deux choses très importantes que Sciences Po n'avait pas, ou pas assez en tout cas. C'était une dimension internationale forte et des bons universitaires qui ont des bonnes publications dans les publications académiques vraiment. Des enseignants-chercheurs, parce qu'il faut le dire, dans les classements internationaux, notamment ceux du New York Times, mais pas seulement, maintenant quand les Français en font, c'est pareil, la place de la recherche est absolument fondamentale, et il n'y avait pas beaucoup de chercheurs, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants qui sont... Moi, je me suis retrouvé enseigné à un moment donné à Sciences Po, n'ayant même pas fait Sciences Po, n'ayant pas ce genre de diplôme, mais parce que c'est une école qui fait intervenir beaucoup de personnes extérieures. Et ce que vous décrivez aussi, c'est qu'on est dans une situation aujourd'hui où Sciences Po dépense parfois des fortunes pour faire venir des enseignants-chercheurs de très très haut niveau. Quand je dis des fortunes, c'est des sommes qui ne gagneront jamais à l'université française. En même temps, il y a des petites mains mal payées, et puis des profs du CNRS au milieu. Enfin, tout ça est très éclaté quand même. C'est très éclaté, mais votre expérience, en fait, c'est la plus représentative, puisqu'il y a 4500 vacataires, en fait, personnes qui viennent de l'extérieur, des professionnels qui viennent enseigner leur métier. Et à l'origine, le fonctionnement de l'école de Boutmy, c'était celui-là. C'était vraiment, les diplomates vont apprendre aux futurs diplomates leur métier, et ainsi de suite. Et c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et la nouveauté, c'est l'arrivée des autres, en fait, finalement. Ils étaient déjà là, mais en fait, c'est leur présence renforcée. Voilà. Richard Descoings, qui décède à New York en 2012, dans un état de santé qu'on a pu décrire comme pas tout à fait dans son état normal. Vichra, qui est démissionné, ou démissionne lui-même, mais bref, suite à une histoire de violence conjugale avec son épouse. Il y a d'autres histoires comme ça, on va en parler juste après l'anti-sèche, parce que il y a un côté sex, drugs and rock'n'roll quand même assez puissant. Pardon, je l'ai fait quand même à Sciences Po. Allez, on va être sérieux. Histoire, Moyen-Âge, alimentation.
Au Moyen-Âge, chaque confrérie de métier a son saint patron. Quel est celui ou celle des pâtissiers? Eh bien, c'est la Vierge, pas moins. Clémentine Stuneau-Moncé, bonjour. Bonjour. Agrégée d'histoire, docteur en histoire médiévale à l'Université de Toulouse, autrice de La table au Moyen-Âge. C'est votre doctorat, il vient de sortir aux presses universitaires de France. Ces confréries de métiers qui vénèrent toutes un saint patron, elles ont un rôle absolument fondamental dans le fonctionnement des villes, de Toulouse notamment, que vous avez étudié pour votre doctorat, mais des villes en général au Moyen-Âge. Oui, alors on trouve plein de confréries différentes et il y a des confréries particulières qui sont attachées à chaque métier. Donc on va avoir par exemple les pancossiers, les boulangers qui ont la leur, les maseliers, c'est-à-dire les bouchers qui ont la leur, et éventuellement des fois on en a pour les maîtres et pour les compagnons. Donc je vais y revenir après, mais l'idée c'est que ces confréries, en fait, elles sont là à la fois pour célébrer la fête de leur saint patron une fois par an, faire la messe tous les dimanches ensemble. C'est aussi des systèmes d'entraide. Et c'est ça, c'est surtout ça qui est important, c'est que quand un des membres de la confrérie devient pauvre ou meurt, ou malade, voilà, on a les confrères qui vont lui venir en aide à sa famille. Et donc pour ça, ils ont besoin d'avoir des finances particulières. Et il y a toute une sociabilité comme ça qui se développe autour de ces confréries. Une sociabilité et quelques enjeux matrimoniaux aussi. C'est ça. Donc en fait, on va rencontrer, suivant les métiers, des groupes qui vont être beaucoup plus liés les uns aux autres que dans d'autres métiers. Voilà, vous dites qu'il y a des groupes qui s'ouvrent, où on a le droit de se marier. En gros, les Capulets ont le droit d'épouser les Montaigu, puis à d'autres endroits, non. C'est ça. Donc, par exemple, si on prend les maseliers, les bouchers, là, on se marie vraiment à l'intérieur du groupe entre bouchers. Entre bouchers, les petits de bouchers. Les veuves de bouchers vont épouser à leur tour les compagnons bouchers. Alors que si on prend les métiers du pain, on va être un petit peu plus ouvert vers d'autres professions. Les relations sociales, les cadres de vie de tous ces métiers de bouche, tout ça repose sur un système quand même très hiérarchique que vous avez un tout petit peu mentionné à l'instant en disant il y a les maîtres, il y a les apprentis, comment ça marche? C'est ça, en fait, on a trois niveaux, on va dire. On a le maître qui est propriétaire de sa boutique et qui emploie à ses ordres soit des compagnons, soit des apprentis. Donc les apprentis, c'est des très jeunes personnes, des jeunes hommes en général dans les métiers de l'alimentation qu'il va former, donc à partir de 14 ans jusqu'à 21 ans. On a des contrats qui montrent qu'on reste en formation entre 2 et 4 ans. Et ensuite, on passe compagnon, c'est-à-dire qu'on a le droit de devenir maître à son tour. On a passé un examen pour cela à la suite de son apprentissage. Et il faut juste attendre d'avoir les finances nécessaires pour ouvrir sa boutique. Ce qui n'est pas forcément évident. Vous parlez au masculin, les femmes? Alors, les femmes, il y en a quelques-unes dans les métiers de l'alimentation, mais ça va dépendre, en fait. C'est-à-dire que quand on est pancossière, c'est-à-dire boulangère, ou dans les métiers, par exemple, des aubergistes, là, on va avoir des femmes, mais si on prend la boucherie, si on prend la vente des épices, là, c'est vraiment typiquement des métiers masculins, à la fois parce que c'est des métiers violents pour les maseliers qui abattent eux-mêmes les bêtes qu'ils vont ensuite vendre, et c'est des métiers très commerçants pour les épiciers, des métiers de luxe. Clémentine Stuneau-Moncé, regardez comment on se nourrit, comment on s'alimente aujourd'hui comme hier. C'est aussi raconter comment une ville est organisée. Je crois que c'est un sujet qui vous passionne. En tout cas, on le retrouve beaucoup dans votre livre. Les commerces de bouche au Moyen-Âge, en fait, il n'y a pas une implantation type. Ça dépend de ce qu'on vend et de la proximité qu'on souhaite avec le client. C'est ça. Donc, on va avoir des métiers qui sont très dispersés. Tous les métiers du pain, on en retrouve vraiment dans chaque quartier. Les métiers de la viande, c'est un peu moins dispersé. On a 12 pôles qui sont réglementés par la municipalité. Dans d'autres villes, au contraire, on en a 1 ou 2. Donc là, c'est vraiment une spécificité de Toulouse. Et si on prend les épiciers, par exemple, là, ils sont vraiment centrés sur le marché central et sur les beaux quartiers où vivent par exemple des parlementaires, parce que c'est là qu'ils ont leur clientèle. Donc on s'adapte vraiment à sa clientèle. Voilà, quand on dit épicier, vous voyez, c'est les gens qui vendent des épices. Voilà. Puisque l'épicier, au sens où moi je peux l'entendre aujourd'hui à la lisière du maraîcher, c'est plutôt l'ortolan. Oui. Comme on a appris récemment. Et il y a aussi des métiers qui s'installent près des zones agricoles, près des zones de production un peu excentrées. Oui, justement, les ortolans, les maraîchers sont dans les quartiers plus ruraux, on va dire, de la ville et dans ses environs. Et c'est moi, client, qui dois faire quelques kilomètres pour aller acheter mes Ou alors, ils vont sur légumes. Les marchés centraux de la ville, les 3 ou 4 jours par semaine où ces marchés sont ouverts. Et le poisson, alors? Parce qu'à Toulouse, il y a
Il y a la Garonne, hein. Alors, et on le vend au bord de la Garonne ou en ville? Non, il y a une halle aux poissons qui pose beaucoup de problèmes justement parce que tous les déchets de poissons, pour les évacuer, sont complexes à évacuer. Et on y vend à la fois du poisson frais qui a été pêché dans la Garonne, qui est très poissonneuse à cette époque-là, et également on y vend du poisson salé qu'on va faire venir des ports de Bordeaux ou de Montpellier pour notamment en hiver respecter les obligations, on va dire, qui sont faites par l'Église de ne manger que du poisson plutôt que de la viande. Tiens, ça nous ferait un petit sujet, ça, les obligations de l'Église. Donc, tu dois me dire qu'on va le traiter cette semaine. Clémentine Stuneau-Moncey, merci beaucoup. À table au Moyen-Âge, c'est le titre de votre thèse qui vient de sortir aux presses universitaires de France et vous nous accompagnez toute cette semaine dans l'Anti-Sèche. Ça veut dire qu'on se retrouve demain et voici la question pour demain. Pourquoi se méfie-t-on au Moyen-Âge de la viande de porc? Réponse demain. Pour l'instant, grand oral, la suite. La bataille de Sciences Po, c'est le titre de l'enquête au cœur de l'école du pouvoir. Ça, c'est le sous-titre que Margot Léridon consacre à l'école de la rue Saint-Guillaume. Alors, je dis école de la rue Saint-Guillaume, je ne devrais pas, parce que maintenant, il y a des campus à Reims, à Menton, au Havre, des campus absolument partout. Sciences Po, juste avant l'Anti-Sèche, on mentionnait les conditions du décès de Richard Descoings à New York, les conditions du départ de Mathias Vichra. Il y a Frédéric Mion, qui avait succédé à Richard Descoings, qui démissionne suite à l'affaire Duhamel. Duhamel, pilier de Sciences Po. Vous aviez d'ailleurs suivi ses cours, comme toutes les étudiantes et tous les étudiants de Sciences Po. Lui, c'était suite à la publication de La Familia Grande de Camille Kouchner, une affaire d'inceste dont Olivier Duhamel s'était rendu coupable. Laurent Bigorgne, qui fut un pilier de Sciences Po, qui n'y était plus au moment où il a tenté de droguer son ex-belle-sœur, je crois. Bref, qu'est-ce qui se passe autour de Sciences Po pour qu'il y ait autant de substances illicites et d'histoires sexuelles? Alors c'est toujours pareil avec ces histoires. Est-ce que celles dont on entend le plus parler, c'est parce que c'est là où il se passe le plus de choses, ou est-ce que c'est les endroits où la parole est la plus prête à être libérée parce qu'il y a une attention à la fois médiatique dessus et aussi parce qu'en interne, il y a des gens qui sont prêts à parler. On peut aussi voir cette dimension positive. Après, c'est sûr que c'est des milieux de pouvoir et que je pense qu'on ne peut pas forcément comparer ces différentes affaires qui sont de niveau de gravité différentes, voilà. Mais disons que ça crée quand même un halo un peu particulier. Ça crée un halo très particulier. Et en fait, de mon point de vue, ce qui est le plus étonnant là-dedans, c'est que les dirigeants de Sciences Po ont l'air de se croire à l'abri tout simplement du monde et en particulier du monde de l'information, puisque finalement, Frédéric Mion, il n'était pas complice d'Olivier Duhamel, mais il a été obligé de partir à la suite d'un mensonge, puisque quand La Familia Grande est sortie, il a prétendu, et y compris par écrit, avoir été extrêmement surpris des révélations de ce livre, alors même qu'il en avait été informé par Aurélie Filippetti quelques années avant. C'est sur le mensonge qu'il démissionne, c'est pas absolument, c'est important de le dire. Oui, et en fait, là où ça me paraît comparable, même si c'est des affaires extrêmement différentes avec le cas de Mathias Vichra, c'est que il était dans une relation visiblement toxique avec sa compagne. Ils ont tous les deux après été poursuivis mutuellement. Elle a été condamnée, pas seulement lui d'ailleurs, et plus que lui d'ailleurs. Voilà. Et en fait, moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est que on a des vidéos de surveillance du Lutetia qui ressortent avec leurs disputes et lui qui en fait continue d'essayer de se maintenir en toute bonne foi, je pense. En fait. Mais et plus que d'impunité, en fait, notre vie, nos petits secrets vont rester protégés. Ouais. Et ce qui était peut-être le cas d'une forme d'aristocratie républicaine jusqu'à récemment, mais on n'est plus dans ce monde-là aujourd'hui. Voilà, et c'est un peu naïf en fait de croire que on peut ne pas avoir un contrôle total sur tous les aspects de sa vie quand on est à un poste aussi exposé. Et c'est vrai que d'autres responsables, d'autres institutions en ont fait l'expérience récemment, pas seulement Sciences Po. Si on revient à un aspect plutôt enthousiasmant des réformes que Richard Descoings porte, les conventions d'éducation prioritaire, l'idée qu'il faut y avoir plus de boursiers. 30% des étudiants sont boursiers. En même temps, les études à Sciences Po n'ont jamais coûté aussi cher. Je crois que ça peut atteindre quasiment 20 000 euros par an. C'est quoi Sciences Po aujourd'hui? C'est une école avec 70% d'ultra-riches et 30% de boursiers qui ne peuvent pas se payer un café au boulevard Saint-Germain?
Alors, c'est un peu extrême présenté comme ça, mais on n'est pas si loin de la réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une immense évolution sur le taux de boursiers et sur l'ouverture sociale. C'est vraiment réel. Voilà, les progrès qui ont été faits depuis les réformes des coins, qui ont été poursuivis par ses successeurs. Hein. Donc, il ne faut pas minimiser ça. Pour autant, la moyenne des étudiants reste d'un niveau économique très supérieur à ceux de l'université, par exemple, si on prend des moyennes. Et ce qui est intéressant, c'est que justement dans les réformes des coins, on a beaucoup mis en parallèle internationalisation et ouverture sociale, alors qu'en réalité, ce sont deux mouvements qui sont en fait assez antagonistes du point de vue social, puisque les étudiants internationaux hors Union européenne payent automatiquement plein pot. Donc les étrangers qui viennent, parce qu'en fait, voilà, peut-être il faut le rappeler aussi. Oui, pour les Français, il y a une modulation. Il y a un système dégressif, ce qui fait que pratique d'ailleurs désormais un certain nombre d'IEP de provinces qui se disent finalement on peut faire payer jusqu'à 7 000 ou 8 000 euros, mais certains payeront zéro. Certains payeront zéro, et Sciences Po donne même des bourses supplémentaires à celles du Crous à certains. Donc ça, c'est quand même assez ingénieusement pensé. Mais une des manières de maintenir ça, c'est quand même d'avoir ces étudiants, par exemple américains, qui payent, après des prix qui seraient peut-être équivalents à ce qu'ils paieraient dans des universités américaines. Oui, probablement inférieurs même que ce qu'on paye dans les universités américaines. Mais du coup, c'est pas des pauvres qui viennent de l'étranger. Il y a un passage du livre vers la fin extrêmement intéressant où vous revenez sur ces accusations que vous avez mentionnées en tout début d'entretien sur le wokisme ou l'islamo-gauchisme. Vous n'avez pas cité le mot. Et il y a des étudiants qui vous disent ouf, si on devenait gauchiste en écoutant les cours de Sciences Po, ça se saurait quoi. En fait, on est quand même très très loin. Et vous avez fait aussi des recherches d'ailleurs sur justement sur la recherche, sur les sujets des thèses qui sont soutenus à Sciences Po et les sujets qui renvoient globalement aux études de genre, au féminisme, à tout ce qui est combattu notamment par un Donald Trump. C'est archi minoritaire à Sciences Po. Absolument, c'est archi minoritaire. Voilà, enfin, je pense que ça doit être peut-être une trentaine de thèses sur 300 en cours. Et finalement, la plupart, c'est des sujets de droit, d'institutions politiques, d'économie, tout ce qu'il y a de plus classique. Et par ailleurs, par exemple, sur les thèses sur le genre, dans les 30 sur 300, j'inclus celles sur les inégalités salariales, qui ne sont pas non plus des trucs révolutionnaires. Voilà. Donc, ça existe. Ça a été mis en avant parce que Sciences Po a été un des premiers, avec le laboratoire Présage, par exemple, à avoir vraiment une entité consacrée aux questions de genre, ce qui lui a permis de faire un petit rattrapage aussi, parce que en fait, c'est des choses sur lesquelles, au niveau mondial, on est beaucoup plus avancé qu'en France. Aux États-Unis, par exemple. Alors moi maintenant peut-être avec la politique que mène Donald Trump, on va voir, mais voilà. Mais c'est vrai que c'est pas du tout, c'est pas du tout la totalité de Sciences Po. C'est pas du tout au niveau des cours, au niveau de l'enseignement, c'est pas les cours obligatoires. Ce qui est vrai, c'est que si vous avez une sensibilité pour ces questions-là et que vous êtes étudiant à Sciences Po, vous pouvez trouver votre bonheur. Il y a des cours électifs, il y a des cours électifs, c'est les options, c'est les cours qu'on choisit. C'est possible d'ancrer sa scolarité dans cette direction-là, mais c'est pas du tout obligatoire de suivre ce chemin. Et si on prend par exemple les cours d'économie au niveau de ce qui est obligatoire, on va plutôt être sur des économistes de centre droit. Voilà, il y a l'exception Julia Cagé que vous citez, qui effectivement avait appelé à voter à gauche, mais tous les autres non. Donc, voilà. Oui, et puis Julia Cagé, c'est pas elle qui assure le cours obligatoire. C'est ça, voilà. Donc oui, effectivement. Dernière question, Margot Léridon. Le livre est très riche, pardon, on ne va pas pouvoir tout dire, mais après vous n'avez qu'à le lire, ce livre. Il se lit très bien en plus, La bataille de Sciences Po qui vient de sortir chez Flammarion. Sur les femmes, vous notez une féminisation massive, 2/3 d'étudiantes, évolution qui inquiète la direction ? Alors, ou sur laquelle elle s'interroge, en tout cas. Le féminisme en vigueur, c'est on s'interroge. Oui, bien sûr. Donc ils sont super inquiets. Et c'est vrai que maintenant, on est à 2/3 de femmes, mais il y a un décalage parce que cette féminisation est beaucoup moins rapide au niveau des postes d'enseignants. Ah oui. Et par ailleurs, elle est incomparablement moins rapide au niveau de la direction, puisque on n'a toujours pas eu de... Il y a une présidente pour la FNSP. Il y a une présidente de la FNSP, oui. Margot Léridon, La bataille de Sciences Po, enquête au cœur de l'école du pouvoir. Vous êtes contente finalement d'être retournée vous intéresser à votre ancienne école ? Oui, tout à fait. Ça vous a quand même pris quelques mois, j'imagine, voire années. Ça m'a pris quelques mois et j'ai trouvé que c'était un univers finalement assez romanesque. Ça vient de sortir chez Flammarion, c'est dans la collection Enquête. Merci de nous avoir rendu visite sur le plateau de La Quotidienne. On va partir maintenant du côté du collège Maurice Utrio et on retrouve, comme chaque semaine pour les années collège, Amélie Paris.
Comme chaque semaine, notre rendez-vous avec Amélie Paris. Amélie, bonjour. Bonjour. Les années collège, c'est le titre de votre chronique. Vous qui êtes professeur documentaliste au collège Maurice Utrio à Paris, dans le 18e, en REP. Plus. Il est aujourd'hui plus populaire que le jean chez les ados. Il est devenu la star des cours de récré. Pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. Je suis le... Survêtement. Alors, autrefois synonyme de laisser aller, le survêtement ou survêt pour aller plus vite, ou encore le jogging pour les boomers, était loin d'imaginer ceux qui l'attendaient aujourd'hui. Regardez sur cette photo prise au CDI. Alors, je précise qu'elle ne fait pas suite à un cours de PS. On compte au moins 6 ou 7 ados qui portent un survêtement contre un seul jean à l'extrême droite. Donc, c'est indéniable. Il est le pantalon préféré des ados. Et s'il a vu sa cote de popularité grimper ces derniers temps, c'est grâce à la tendance sportswear. Mais comme vous le disiez, Emmanuel, ça n'a pas toujours été le cas. Et alors, quand vous adorez nous raconter des histoires, vous allez nous raconter la sienne. Oui, alors il faut remonter aux années 20 pour voir apparaître ce nouveau type de pantalon, donc molletonné, élastiqué à la taille et à la cheville, que seule une poignée de sportifs américains et européens portait, puisqu'il était destiné à leur tenir chaud et surtout à ne pas laisser le corps se refroidir avant et après l'épreuve. Oui, alors c'est Émile Camuset, le fondateur de la marque Lecoq Sportif, qui est le premier Français à l'ajouter à son catalogue dans les années 30, mais sous la forme d'un ensemble et vendu uniquement aux équipementiers. Alors pendant l'entre-deux-guerres, quand les activités sportives vont se populariser, l'idée de porter des vêtements larges pour cette pratique va se développer aussi, puisque jusqu'à maintenant le sport était réservé quand même à une élite qui le pratiquait soit en costume pour les hommes, voire même corseté pour les femmes. Mais sa démocratisation et surtout les compétitions internationales vont tout changer pour le survêtement. Alors, on a quoi comme compétition internationale? On a des Jeux Olympiques, Los Angeles 32, Berlin 36. Très bien. Ils vont avoir un... Eh ouais, j'ai révisé. Oui. Et oui, alors c'est eux qui vont vraiment le faire connaître au grand public, notamment quand les athlètes montent sur le podium pour récupérer leurs médailles. Alors les supporters copient leurs idoles et puis leur nation, et donc le survêtement, c'est souvent inscrit dessus, le survêtement va acquérir une fonction identitaire. Alors le Lecoq Sportif, encore lui, devient la première marque de sport généraliste à commercialiser un survêtement baptisé le costume du dimanche. Le costume du Mais oui. Jour. Alors la Seconde Guerre mondiale, évidemment, va freiner son expansion. Il faudra attendre les années 60 et la société de loisirs et de consommation pour qu'il connaisse sa véritable heure de gloire et sortir du cercle purement sportif. Alors on l'aime évidemment pour son confort. Les marques l'ont bien compris. Donc Adidas va développer sa ligne textile. Nike va faire son apparition et elles vont produire massivement des vêtements moins chers dans des vêtements synthétiques. Alors le succès du survêtement est lancé et ne cessera de grandir. Alors à la fin des années 70, il symbolise la culture du fitness. Dans les années 80, avec les groupes de hip-hop comme Run DMC, vont populariser certains modèles. Depuis les années 2000, il est devenu un objet de mode et de style ultra convoité que l'on voit autant sur les podiums que dans la rue, sur les stars que sur les femmes, sur les hommes et surtout les adolescents. Mais alors justement, les ados, quels sont les modèles préférés aujourd'hui? Vous avez enquêté? Mais oui, alors déjà les ados aiment porter un survêt pour faire comme tout le monde. C'est le propre de l'adolescence, pour imiter leurs idoles qui sont souvent les joueurs de foot et parce qu'on est à l'aise. Ça ne sert pas à la taille, ça ne boudine pas. Et puis certains peuvent glisser un short dessous, très pratique, juste avant le cours de PS. Et parce que les survêtements vont bien aussi avec leurs chaussures préférées, les baskets. Mais bon, comme pas n'importe quel modèle quand même. Pas n'importe quel modèle. Alors, ils aiment les modèles Nike Take, comme vous allez voir sur la photo. On a Dilbar Khan et Demba qu'ils portent en total look, donc pantalon plus vêt. Melinda, elle préfère le pantalon uniquement avec un crop top. Par contre, Charlotte, elle préfère un modèle Adidas 3 bandes un peu baggy qu'elle adore porter avec son survêtement. Et puis, il y a ceux qui restent fidèles à l'iconique duo Lacoste-TN. Bref, en tout cas, au fil des décennies, le survêtement a su s'adapter au style de son époque et gagner le cœur de tous les adolescents. Et voilà, et de pas que des ados. D'ailleurs, nous, on est survêt, on ne le montre pas parce qu'on est... Non, je... Voilà. Amélie, merci beaucoup pour cette chronique et pour ce voyage historique et vestimentaire dans le monde des ados et du survêt. La quotidienne de School TV, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe. Au maquillage, Laure Audemont, Marine Plantec et Dylan Collard à la préparation de l'émission. Marine, qui est en régie aujourd'hui avec Saïd Mamou au son et Xavier Sanchez à la réalisation. Vous restez School TV sur School TV et vous nous retrouvez nous sur Internet en permanence avec ou sans survêt et sur les réseaux sociaux.